Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. François Hollande a présenté aujourd'hui ses vœux aux forces armées à Saint-Cyr-Couët-Guidan, dans le Morbihan, des armées qui sont déployées sur les théâtres extérieurs au Sahel et en Irak, 8 000 hommes, mais également sur le territoire français, 10 000 hommes qui sont venus appuyer les forces de l'ordre depuis les attentats de janvier dernier. La France est en guerre, mais a-t-elle les moyens de faire cette guerre? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, Général Dominique Trinquant, bonsoir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies et vous êtes aujourd'hui le directeur des relations extérieures du groupe Marc. Patrick de Gmeline, bonsoir. Vous êtes historien militaire. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le chef de l'État français, François Hollande. J'ai décrit en quelques phrases, en situant quelques lieux, l'importance de la mobilisation de nos armées. Elle est forte, elle est intense, elle est même exceptionnelle. Parce que la France doit jouer son rôle, doit prendre sa place dans le monde, elle y est attendue, et parce que la France doit se protéger. Voilà, c'était à Couët-Guidan. Général Trinquant, est-ce qu'elles ont le moral, nos troupes? Oui, parce qu'elles font leur devoir, elles remplissent leur mission. Elles s'usent probablement, parce que les effectifs des armées aujourd'hui n'ont cessé de décroître depuis 1997 également, initialement pour la professionnalisation, ensuite en application de livres blancs successifs, et tous les gouvernements l'ont fait, en diminuant les effectifs, pensant que les deux choses. D'abord que les dividendes de la paix nous les éloignaient de la menace, et ensuite, pour pouvoir les doter de matériel moderne, prendre sur les effectifs pour payer ces matériels. Donc des effectifs diminuants qui se trouvent aujourd'hui sur 5 théâtres d'opération, alors que le livre blanc ne leur demandait de n'être que sur 3 théâtres d'opération, avec autant de soldats déployés à l'extérieur qu'à l'intérieur de la France. Donc des mesures rapides ont été prises pour arrêter cette déflation des effectifs, mais dans la durée, ça ne sera certainement pas suffisant. Et on va en parler. Quand même, j'ai un peu sursauté sur ma chaise quand vous avez dit oui, elles ont le moral parce qu'elles font leur devoir. Patrick de Gmeline, moi, quand j'entends quand même les témoignages des uns et des autres, elles n'ont pas l'air d'avoir grandement quand même le moral, les troupes françaises. Moi, je serais, avec tout le respect que je vous dois, mon général, plus modéré. Il est effectif qu'officiellement, l'armée française a le moral. En plus, une bonne partie de ses effectifs est actuellement en OPEX, c'est-à-dire que le premier devoir du soldat est de se battre pour un certain nombre de raisons, et ils sont au moins sur un terrain de bataille, entre guillemets. Cependant, quand on parle avec un certain nombre de jeunes officiers, pas ceux qui viennent de sortir de Couët, parce qu'ils sont tout neufs, tout frais après l'école d'application, mais ceux qui sont en unité, on se rend compte qu'ils sont confrontés à des problèmes de matériel, justement, qui font, notamment de matériel, d'hommes aussi, mais surtout de matériel qui font qu'ils ne peuvent pas faire exactement ce à quoi ils sont préparés. Et pour cela, le moral n'est pas forcément très bon. D'ailleurs, on enregistre aussi d'hébergement, j'ai pu voir. Oui, ça, pas je assez ne crois de rotation, pas que, des multiplications d'arrêts maladie depuis le mois de novembre. Oui, alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est dû aux circonstances et ça dépend dans quelles unités ça se passe. Mais non, je dirais simplement que ce n'est pas aussi idéal, aussi bon, aussi beau qu'on pourrait le penser. Avoir le moral, ça n'est pas tomber dans l'idéalisme. Non, bien sûr. Avoir le moral, ça veut dire que des gens dont le métier est de servir la France le font avec cœur. Il y a des problèmes, je le soulignais, puisque les budgets et les effectifs n'étaient pas prévus pour la menace telle qu'elle est faite actuellement. Qu'il y ait des difficultés d'hébergement. Alors vous savez, moi j'ai vu tout ça, ça sort d'un blog. Un blog. Donc, mais parce qu'ils n'ont pas le droit de parler non plus les non, militaires. Non, mais attendez, moi j'ai pris mon téléphone. Il n'y a pas de syndicat. Non, mais moi non, il y a le CFMT, Maintenant, ils ont le droit de créer des associations professionnelles et c'est très récent parce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui leur a permis, mais ils n'ont pas le droit de parler les militaires. Attendez, pas le droit de parler à la presse. Est-ce que vous croyez qu'un soldat ne parle pas à son sergent, qu'un sergent ne passe pas à son lieutenant, qu'un lieutenant ne parle pas à son capitaine, qu'un capitaine ne parle pas à son colonel? Tout le monde se parle dans les armées. Et quand il y a des problèmes de soutien, ça remonte et la hiérarchie prend les mesures. Moi, j'ai de la famille toujours militaire et pas du haut de l'échelle. J'ai un neveu qui est sergent, je l'ai appelé tout à l'heure, il fait Vigipirate, je lui ai posé les questions sur l'hébergement. Il m'a répondu très directement en me disant c'est rustique,
En opération rustique, c'est là où je disais que le problème, c'est la durée. Comprenez que le déploiement extraordinaire en 3 jours de 10 000 soldats français en France, ça a été une prouesse. Le problème, c'est que quand ça s'étale sur un an et demi, là commencent à se poser des problèmes. D'autant que ces soldats, je cite toujours le cas au téléphone que j'ai eu, 6 semaines Vigipirate, 4 semaines retour au quartier, 6 semaines Vigipirate. Je dis 4 semaines au quartier, donc que vous retenez. Non, parce qu'il faut s'entraîner pendant 2 mois là-dessus pour préparer la prochaine mission au Mali. Donc, vous voyez, je veux dire qu'il y a une tension. Il y a une tension. Ceci étant, je ne pense pas que le moral soit mauvais. Je pense que le moral est comme il est, des grognards, bien sûr. Et les grognards font leur travail. Et la hiérarchie militaire fait son possible pour pouvoir remplir la mission du mieux possible. Patrick Menny, est-ce que ce sont des bonnes initiatives, celles prises par le gouvernement? François Hollande a annoncé aujourd'hui une hausse des réservistes. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle, hein? C'est quand même une hausse importante aujourd'hui des réservistes. On passe de 28 000 à 40 000 réservistes. C'est 2300 militaires supplémentaires pour l'année prochaine. Et surtout, ce n'est pas une baisse des effectifs comme annoncé dans la précédente programmation militaire. Alors, je crois que la nouvelle importante, c'est effectivement l'appel officiel à une augmentation des effectifs de la réserve sur le terrain. On parle bien de la réserve opérationnelle. C'est une chose très importante, d'autant plus que les réservistes, j'en ai été, ont toujours été un peu regardés, en général, vous ne me direz pas le contraire, avec un petit peu de hauteur. Je n'ai pas dit de mépris, de hauteur par les militaires professionnels qui estimaient que c'était un petit peu des amateurs. Ce n'est plus vrai du tout, puisque si à une époque, des réservistes pouvaient être considérés comme des gens qui jouaient un petit peu aux soldats, maintenant on trouve dans la réserve des compétences extrêmement importantes, aussi bien des compétences militaires que des compétences civiles. On a des journalistes, des banquiers, des quantités de choses, des gens qui font de la communication, on a des techniciens. C'est un apport réel à l'armée d'actifs. Et ça, je crois que c'est une chose très importante. Alors, l'apport est d'autant plus important que les professionnels, les soldats professionnels, comme le disait à l'instant le général, OPEX, retour dans les quartiers, OPEX à nouveau. OPEX, on le dit, c'est opération extérieure. Opération extérieure. Entre-temps, entraînement. Seulement le temps, comme tout ça dure. Les entraînements, actuellement, en prennent un coup, parce qu'il y a des programmes établis et ces programmes ne sont pas respectés. Si les réservistes s'y mettent réellement, il est vrai que ça va apporter un soulagement aux professionnels qui sont aussi un peu, entre guillemets, fatigués. C'est fatigant, c'est dur, c'est difficile d'aller en opération tout le temps. Et qu'on ne me rappelle pas la guerre de 14 où on était pendant 5 ans sur le terrain. Donc là, les réservistes peuvent jouer un rôle important. Permettre aux militaires qui sont sur le terrain de souffler un peu et de participer à des entraînements collectifs parce que c'est très important aussi ces entraînements collectifs. Et puis eux, les réservistes opérationnels, d'apporter leurs compétences réelles sur le terrain, car ce sont aussi des vrais soldats. Ils font des périodes jusqu'à 300, je ne sais plus combien de jours par an, c'est très important. Ce que je crains un peu, nous avons de très belles déclarations venant du chef de l'État. Pourquoi ne pas les croire? Ce qui m'inquiète un peu, c'est que derrière, il y a une machine administrative pour mettre en marche les réserves, en route les réserves. Cette machine est très lourde. Ça coûte cher. Le budget de la réserve, c'est le prix d'un Rafale. Dans quelle mesure cela va-t-il être suivi des faits? Actuellement, je ne le sais pas. Vous avez aussi des doutes là-dessus, Général Trinquant? Parce que c'est important, ces réservistes, justement, pour les entraînements collectifs, pour que cette armée, elle reste performante aussi. Bien sûr. Alors, la réserve est un sujet permanent. La France n'arrive pas bien à régler son problème des réserves. On doit passer de 28 000 à 40 000. C'est compliqué. Il faut des budgets, il faut des accords avec les entreprises pour que les gens puissent quitter leur activité pour pouvoir rentrer dans la réserve. Donc, tout ceci est assez compliqué. Moi, je voudrais plutôt insister sur quelque chose, c'est que devant la menace aujourd'hui, on prend des mesures d'urgence. On arrête la déflation des effectifs, on met de l'argent ici et là. Le problème, c'est le temps long. Et l'armée travaille dans le temps long. Les mesures qui sont prises aujourd'hui n'auront d'effet que dans 1 an ou 2 ans. Et la menace, il faut la penser à 10 ou 15 ans. Le dernier livre blanc qui est sorti sous contrainte budgétaire. C'est-à-dire que les conclusions qui étaient tirées de ce livre blanc n'ont pas été retenues parce qu'il fallait le tenir dans un carcan budgétaire. Et donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est quelle menace,
Qu'a-t-on besoin face à cette menace? Et si c'est une priorité, mettons les moyens nécessaires pour faire face à cette menace. Et c'est cette réflexion de long terme qu'il faut faire. Exactement. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que les politiques, que ce soit de droite ou de gauche, n'ont pas eu de vision. Non, pas suffisamment. Parce non, que la vision, elle était. Que le livre blanc, le dernier livre blanc, prévoyait une très nette baisse des effectifs. Mais bien sûr. Donc il n'y a pas eu de vision. Ça date d'il y a 2 ans quand même. Les problèmes du terrorisme étaient déjà là. La vision, elle était budgétaire. La vision n'était que budgétaire. C'est une sacrée erreur, non? Et c'est une erreur, évidemment, et parce que dividende de la paix, et on s'imagine, surtout le problème capital, c'est qu'on s'imagine qu'il y a un problème, on va réaugmenter les effectifs. Mais ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Il n'y a plus de casernement, il n'y a plus d'encadrement, il n'y a plus de l'équipement qui va avec le personnel. Donc c'est une vision de long terme qu'il faut avoir, même si il faut saluer les mesures de court terme qui ont été prises, évidemment. Vous êtes d'accord avec ça, Patrick de Milly? Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de vision à long terme, en tout cas. Et puis, comme le disait le général, c'est très vrai. Je pense à certaines villes en France où on passe maintenant devant de très beaux logements sociaux, très jolis, qui sont en fait dans d'anciennes casernes qui ont été totalement réhabilitées, mais qui ne pourront plus du coup abriter des effectifs militaires, y compris régionaux, puisque cette réserve qu'on va mettre sur le terrain dans toute la France, une bonne partie, la majeure partie, va être en province, dans des villes de province. Et l'accueil par les municipalités, sur le plan matériel, sur tous les plans structurels, de soldats, fussent-ils réservistes, ça ne se fait pas comme ça. Non seulement c'est une question de temps, c'est une question d'argent, c'est une question aussi de bonne volonté, bien que je crois qu'actuellement, il y a une bonne volonté générale devant le danger, si je peux dire. L'état d'esprit, tout à l'heure vous parliez du moral, l'état d'esprit, c'est très important, de la population française vis-à-vis de son armée en général, et vis-à-vis de ses réservistes de plus en plus en particulier, puisque maintenant, on en parle, j'allais dire, à livre ouvert, a énormément évolué. Être militaire, porter un uniforme maintenant, c'est un honneur qui est bien perçu par une population. Il y a une époque où ce n'était pas du tout le cas. Donc pour ça, il va falloir que très vite, on puisse mettre en place ces structures. Et c'est là que, sans exprimer un doute, je suis extrêmement prudent. Est-ce que notre armée, Général Trinquant, est efficace? Parce qu'aujourd'hui, on le disait, il manque quand même des effectifs. On disait il y a le problème des entraînements collectifs, pas assez d'heures de formation pour l'armée de l'air. C'est en tout cas ce que disent les militaires. Aujourd'hui, on est en dessous des heures parce qu'on ne peut pas bloquer ces militaires qui ont besoin d'être sur le terrain pour des entraînements. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que notre armée soit moins efficace? Alors, 2 réponses. La première réponse, oui, l'armée est efficace. Regardons Serval. L'opération Serval a bluffé l'armée américaine qui était surprise de voir une armée française capable de mener des opérations interarmées de cet ordre-là. Pas de baisse de capacité opérationnelle de nos armées. Mais dans la durée, voilà. La nouveauté, c'est l'opération Vigipirate. Parce que l'opération Vigipirate prend beaucoup de temps, beaucoup d'effectifs, et là, risque d'obérer à terme l'entraînement, que vous soulignez très justement, l'entraînement collectif. Lorsqu'on va au Mali, qu'on va en République centrafricaine, on ne fait pas exactement la même chose que quand on fait une patrouille sur le boulevard Saint-Germain. Donc là, il y a un entraînement qu'il faut, et il faut y consacrer du temps, il faut y consacrer des moyens. Et je pense que donc les mesures qui ont été prises d'effectifs ne porteront leurs effets que dans 1 an. Donc le président de la République a eu raison de souligner que 2016 va être une année très chargée pour les armées, parce que les effets ne seront pas là de toutes les mesures qui ont été prises récemment. Patrick de Milly, il y a un risque de baisse des capacités opérationnelles de nos armées, avec, comme l'expliquait le général Trinquant aujourd'hui, parce qu'il y a 10 000 hommes sur le terrain en France dans le cadre du plan Vigipirate Sentinelle. Sentinelle. Oui. Non, moi je ne pense pas que la capacité opérationnelle soit vraiment obéré. C'est personnel qu'on va mettre en plus dans un délai X qui sera peut-être inférieur à 1 an, mais je ne le crois pas. Ils vont être essentiellement affectés à ces opérations de Vigipirate, de Sentinelle, qui vont continuer. Ça va continuer, ça aussi, un certain temps. Or, être une patrouille boulevard Saint-Germain par des soldats professionnels, que ce soit des secondes classes ou des caporaux ou des sous-officiers, et mettre à la place des réservistes, même opérationnels, c'est pas du tout la même chose. Parce que le réserviste opérationnel, avec son treillis, son FAMAS et tout en position, peut très bien ne pas avoir exactement la même réaction qu'un soldat professionnel. Ça aussi, c'est une chose à gérer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon général. Même s'il y a des entraînements... on parle de 1000 réservistes sur 10 000. Hein, ça fait 10% de l'effectif. Hein. Mais je pense, il faut dire que l'armée française est une armée superbe,
comme le disait le général, les Américains l'ont admiré, et pas simplement, ils n'ont pas admiré que la Légion étrangère, ce qu'on dit bien souvent, ils ont admiré tous les types d'unités qui étaient engagées, et ça c'est un signe quand même qui ne trompe pas. Et je crois que cette capacité n'est pas du tout obérée, simplement toujours la même chose, la durée. Est-ce qu'on est au bout de nos moyens aujourd'hui, hein? Ah oui, très clairement, aujourd'hui, je le répétais, le livre blanc, c'est 3 théâtres d'opération. Nous sommes sur 5 théâtres d'opération, Moyen-Orient, Liban, Barkhane, République centrafricaine et le territoire national qui représente un théâtre d'opération aujourd'hui. Donc on est au-delà de nos capacités, je parle en particulier pour les moyens terrestres, mais on parle toujours parce qu'on compte en hommes, donc c'est facile, et je suis un terrien, donc j'en suis heureux, mais comptons le nombre d'avions, comptons le nombre de bateaux. Aujourd'hui, la sûreté maritime est assurée, il y a des pilotes de chasse qui sont dans leur cockpit prêts à décoller au cas où il y aurait une menace aérienne. Et puis, il y a les opérations qui se déroulent au Moyen-Orient. Donc je crois qu'on est vraiment au-delà de nos capacités. Je pose aussi une autre question. Est-ce que, autant le Mali, on peut peut-être comprendre notre intervention, mais aujourd'hui, par exemple, d'être en Syrie, est-ce que ce n'est pas finalement user nos forces sur ce terrain syrien, alors qu'on aura peut-être besoin sur le terrain national? Alors, on note que ce ne sont pas les mêmes moyens. En Syrie, ce sont essentiellement les moyens aériens. Syrie, Irak, c'est essentiellement les moyens aériens. En revanche, vous avez raison, à partir du moment où on n'a pas exactement le moyen de toutes les ambitions, il faut faire des pointes d'effort. La pointe d'effort Barkhane est actuellement faite, c'est clair. Au Moyen-Orient, je crois qu'on est au maximum de ce que nous pouvons faire. Et la question qui se pose, c'est la prochaine crise. Pourquoi pas la Libye? Et là, que faisons-nous? Les moyens. Voilà. Là, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. S'il y a une opération en Libye, on ne peut pas y aller. Je crains que ce soit difficile, ça pose de sérieux problèmes. Et puis n'oublions pas qu'il y a le territoire français qui est devenu un théâtre d'opération. Ce n'est pas un OPEX, c'est une opération militaire. C'est la question que je posais. Est-ce qu'il ne faudrait pas rapatrier nos hommes justement qui sont à l'extérieur, justement pour protéger le territoire national? C'est la question que je posais au général Trinquant. Patrick Méline, un mot là-dessus? Pardon, excusez-moi, là, répétez-moi votre question. Oui, là, vous avez décroché. Oui, j'ai décroché. Ça arrive. J'ai décroché. Ça arrive. Il faudrait... les hommes qui sont justement à l'extérieur, par exemple sur le territoire syrien, est-ce qu'il ne faudrait pas justement les rapatrier pour protéger le territoire national? Il n'y a pas des choix à faire. Des choix, il y en aura. Le commandement français, le chef de l'État, bien sûr, seront certainement confrontés à ce genre de choses. J'avoue que je ne sais pas. Général Trinquant, allez, un mot rapidement. Les forces de sécurité sur le territoire national, c'est principalement la gendarmerie et la police. Oui. Les armées sont en renforcement. En revanche, il faut adapter le dispositif. La garde statique devant des bâtiments doit être transformée en des patrouilles mobiles avec les capacités de renseignement et d'intervention qu'ont les armées, qui leur sont propres. Là, effectivement, il faut changer quelque chose. Merci beaucoup. Allez, Patrick Méline, un mot. Allez. Non, parce que j'ai entendu le mot garde, et on parle aussi de plus en plus de garde civile en France, comme aux États-Unis, et Dieu sait que c'est un sujet qui a suscité beaucoup d'affrontements. Est-ce qu'on va arriver à ça? Voilà. Allez, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'être venu sur le plateau de France 24. Merci, Patrick Méline, d'être venu.